Ok, donc désolé de ne pas de pas pouvoir être là déjà en présentiel. Merci tout le monde d'être là et de me permettre de m'exprimer devant vous. Ça faisait longtemps que j'avais bien envie de pouvoir vous parler. Et voilà, un inconvénient de dernière minute sanitaire fait que je ne peux pas être là et j'en suis vraiment navré. Euh, j'ai quand même essayé voilà, au moins de vous donner quelques éléments. Pour un peu replacer le contexte, en fait, c'est grâce à justement un procès donc, par Lausanne Action Climat auquel Titouan donc, m'avait invité pour défendre justement le groupe d'activistes contre le Crédit Suisse que enfin, voilà, que je le connais. Et donc, suite au procès, idéalement, on aurait dû se rencontrer avec les activistes pour un peu discuter. Ça n'a pas pu se faire. Là, je pensais que ça aurait été cette fois-ci. Et malheureusement, toujours pas. Saleté Covid. Donc, malgré tout, voilà, donc c'est un peu déçu et ému que je fais cette presse, en espérant qu'elle ait une autre forme. Mais voilà, j'espère que c'est pas partie remise. Dans tous les cas, j'aurais aimé qu'elle soit encore mieux. Là, je l'ai pas assez faite assez bien. Donc voilà, ça sera une autre occasion de pouvoir en faire une autre la prochaine fois. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que ça vous intéressera, qu'il y aura des questions, etc. Donc, bon, avant de vous parler de moi, de mon parcours, etc., je vais directement rentrer dans le vif du sujet, en fait. Euh, Hop, donc ouais, je vais faire un petit partage. Super. Tac. Ok. Donc là, normalement, ouais, c'est bon, vous l'avez en full. Donc, comme vous en doutez, j'aime bien la provoque. Je pense qu'on en a besoin de plus en plus par les temps qui courent. Euh, donc, Faire sauter la banque, c'était le titre du livre que j'ai écrit, en fait, pour un peu raconter toute l'histoire. Donc là aussi, je voulais vous en donner quelques-uns, tant pis. Et qui, en fait, synthétise un peu à la fois la stratégie et le constat que je me fais sur le rôle des banques systémiques. Quand je dis la banque, évidemment, là, il faut entendre à minima les banques de taille systémique, style HSBC, mais aussi, bien sûr, Crédit Suisse, UBS, toutes les banques qu'on appelle too big to fail ou too big to jail, on pourrait aussi dire, parce que justement, elles sont même trop grosses pour aller en prison, elles sont au-dessus des lois, étant donné que même quand elles violent la loi, comme HSBC l'a fait de manière allègrement, sur des enjeux qui sont bien plus faciles à comprendre que les enjeux climatiques. Donc, c'est sur des questions de narcotrafic, de blanchiment d'argent, du terrorisme du financement d'évasion fiscale, enfin de blanchiment d'évasion fiscale, dans des quantités industrielles. Hein. Voilà, ces institutions-là ne vont pas en prison, ni leurs dirigeants, ni personne. Donc voilà, on pourrait même passer de too big to fail, l'expression qui est devenue connue suite à la crise de 2008, où les banques ont été renflouées, à un too big to jail. Donc c'est vraiment ces banques-là en fait que j'ai en tête quand je dis qu'il faut les faire sauter. Euh, Là aussi, le livre du même nom vous donnera quelques petites idées à la fin pour qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, déstabiliser les banques, on va dire. Mais avant le comment, j'aimerais bien, donc, avec vous, un petit peu essayer d'élaborer le pourquoi. Donc, le pourquoi, on va commencer de manière très officielle avec donc, l'accord de Paris. Comme chacun le sait, je pense, ici, qui a été donc, négocié en 2015, la 21e COP, conférence des parties, qui permet en fait voilà, à une multitude de pays, tous les pays a priori, mais voilà, organisés et on va dire avec un aval, une situation d'un peu de dominance des pays riches, en tout cas dans les termes par lesquels l'organisation, l'événement se produit, même si en fait il fait suite à des petites îles qui ont... J'entends un bruit bizarre. Voilà, c'est des petites îles du Pacifique en fait qui ont saisi les Nations Unies initialement pour justement pouvoir avoir des recours juridiques possibles suite aux conséquences du réchauffement climatique. Donc quand même malgré tout l'idée qu'il y a derrière, c'était quand même un rapport de force qui essaie de s'inverser. Mais évidemment les personnes qui sont responsables qui pourraient avoir le plus d'impact dans la manière d'aider ces pays et aussi d'arrêter de les mettre dans des situations de mort imminente ne le font pas. Donc voilà, il y a tout un jeu de pouvoir autour de la COP, on va y revenir. Mais déjà, voilà, comme vous le savez peut-être, à la COP de 21, à l'accord de Paris, le premier point, évidemment, donc, c'est de maintenir l'augmentation de la température sous 2 degrés et voire même le plus proche possible de 1,5.
accroître donc les capacités d'adaptation face au changement climatique, et évidemment rendre les flux financiers compatibles. Donc, c'est souvent un peu ce qui passe inaperçu, alors que c'est quand même un des 3 points fondamentaux et qui n'est pas souvent relayé dans les débats autour de la finance et du climat, de la finance verte, on va dire. Donc voilà, ça c'est un point qui est assez essentiel sur lequel on va essayer un peu de tourner autour. Donc, depuis l'accord de Paris 2015, le rapport Banking and Climate Chaos fait par le Rainforest Network Action et plein d'autres, Oxfam, je crois, ou au moins Reclaim Finance et d'autres, on fait ce rapport en fait qui est assez intéressant pour comprendre la dimension climatique en fait de l'écocide des banques. Donc, depuis l'accord de Paris, justement, les 60 banques privées internationales ont accordé donc 3 800 milliards, un chiffre qu'on a du mal à se figurer, en prêt. Donc, il y aura des ordres de grandeur juste après, pour comparer, en prêt, souscription obligataire, émission d'actions. En fait, c'est des financements directs et indirects aux énergies fossiles entre 2016 et 2020. Donc, ça, c'est le montant total pour les 5 années qui ont suivi l'accord de Paris. Avec un volume, comme vous voyez, qui est en hausse permanente jusqu'en 2020, jusqu'en 2019. Mais 2020, voilà, 2020 ayant été l'année Covid, c'est une année très particulière. On aurait pu imaginer que l'année 2020, sans le Covid, allait dépasser la précédente. Donc, évidemment, déjà, premier problème en termes d'alignement des planètes, alignement de la finance avec l'urgence climatique. Pour vous donner un peu une idée des pires, des pires institutions, donc vous avez de la chance, hein, les banques suisses ne sont pas dans le top 15, dans le top 13, dans le top 12, pardon, en tout cas. Je ne crois pas non plus 13e, parce que 13e, c'est HSBC, voilà, qui n'a pas de chance, ne figure pas là. Donc voilà, JP Morgan et Citi, donc très intéressantes ces 2 banques-là, étant donné que ces 2 banques, en plus, pour la petite histoire, sont donc, c'est voilà, considéré comme parmi les 2 banques les plus puissantes américaines, et entre autres, en plus, celles qui financent le plus les énergies fossiles. Elles ont tout à voir avec la création de la Banque centrale des États-Unis. Donc, petite parenthèse, voilà, vous pourrez rechercher dans le livre de Mathieu Lozano, L'or noir. C'est intéressant de voir que la Banque centrale des États-Unis, qui est censée justement un peu chapeauter les banques et assurer une stabilité financière, a été créée par des financiers de ces 2 banques-là et par des empires pétroliers, par Rockefeller. Toute la famille de John D. Rockefeller a une main liée de direct ou indirect avec JP Morgan et Citibank. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc c'est intéressant de voir que ça se perpétue plus de 100 ans après. Donc la COP26, qui s'est à peine clôturée, refait aussi également appel à cette notion donc, de finance verte, de finance climatique, en disant que voilà, la finance doit être mobilisée. Donc, il y a évidemment essayer de tendre vers le net zéro et garder l'objectif d'1,5. Adapter les communautés et les milieux vivants. Mais voilà, mobiliser la finance justement pour y arriver, pour tendre vers cette optique. Donc, c'était un des objectifs, un des grands chantiers de la COP26 qui s'est achevé à Glasgow. Et donc, voilà, déjà, là encore, toujours sur l'angle financier, faire ce lien finance-climat. La promesse, une des promesses fortes financières qui avait été faite en 2009, pardon, à la COP 15, était donc notamment de donner de l'argent aux pays pauvres qui étaient en fait les plus vulnérables face aux effets, aux conséquences du changement climatique, notamment voilà, ouragans, inondations, sécheresse et tant d'autres. Et comme vous pouvez voir, donc voilà, la promesse n'a pas été atteinte, donc elle a été faite en 2009. Et là, donc, sur le graphe de gauche, vous avez entre 2013 et 2020 la composition des montants par tous les pays, donc en cumulé en termes de nature du financement, donc multilatéral, bilatéral, finances privées, etc. Donc voilà, où on voit que la target des 2020 des 100 milliards pour 2020, donc, enfin, des 100 milliards qu'il devait y avoir par année, hein, c'était par année, évidemment, n'est pas du tout respecté, et même 2020 a échoué. Et donc, à droite, c'est un peu l'équivalent, mais en termes de quel pays, en fait, quels sont les pays concernés.
Là, plutôt en termes donc de flux financiers liés au climat dans et entre les pays, donc pas juste des pays riches vers les pays pauvres, mais même les pays riches entre eux et les pays pauvres entre eux. On arrive au montant de 632 milliards pour l'année 2019-2020. Donc en fait, c'est comme vous pouvez voir, donc ça veut dire un peu moins d'un trilliard. Donc voilà, c'est en haut à gauche là. Vous voyez cette courbe là qui monte comme ça, qui est censée atteindre 6 milliards en 2050. 6 trilliards, 6 000 milliards, 6 000 milliards en 2050. Voilà, là aussi, on voit qu'on n'y a pas du tout. C'est marrant, c'est un peu comme si on faisait. C'est un peu le symétrique des. Enfin, marrant, tragique. Le symétrique des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, des objectifs d'ici 2050 qui doivent s'aplanir et en fait, pour le moment, ils sont en hausse constante. Bon, là, il y a quand même une hausse, on n'est pas non plus en décroissance, mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est en fait une sorte de fuite en avant qui donne l'impression que ceux qui ont la main sur ce genre d'enjeu attendent le dernier moment pour réaliser leurs promesses. Et aussi, ce qui est intéressant, qui sera donc un peu développé par la suite, c'est que vous voyez que la finance privée compte quasiment pour autant que la finance publique en termes de répartition de ce montant de 632 milliards. 632 milliards. Et donc, c'est vraiment dans les systèmes énergétiques que la majorité de ces financements sont alloués. Donc, voilà, principalement énergie renouvelable, donc on y reviendra. Le transport décarboné, comme on dit, donc un petit peu moins, et après autres. Donc voilà, 132 milliards, donc aussi pour faire des comparaisons d'ordre de grandeur avec ce qui a été dit tout à l'heure. Vous savez, quand je vous ai dit que 3 800 milliards avaient été alloués par les 60 banques privées depuis la COP de Paris dans les énergies fossiles. Donc pour un peu donner d'ordre de grandeur, qu'est-ce que représente 100 milliards ou 1000 milliards? Donc 600 milliards, c'est à peu près 1%, un peu moins de 1% du PIB mondial. Et donc, pour ne pas dépasser les 1,5, le GIEC estime des besoins entre 1600 et 3800. Donc, sachant que voilà, les 3800, ironiquement, ça représente exactement en fait, ce qui est investi depuis 6 ans dans les fossiles, qui devrait être en fait mis dans des stratégies de décarbonation, ou au moins voilà, de cessation de projets carbonés en tout cas. Et donc, voilà, un ordre de grandeur, c'est intéressant aussi, c'est les dépenses militaires, comme je vous ai mis un peu en bas, entre 2017 et 2020 par an, 2000 milliards mis à l'échelle mondiale en cumulé, et les subventions fossiles, un quart de moins, quoi. Donc voilà, en un an, les subventions fossiles représentent ce qui en un an est mis dans les flux financiers liés au climat entre et dans les pays. Donc bon voilà, suite à ce petit résumé en fait des enjeux financiers qu'il y a eu à la COP 26 à Glasgow, c'est intéressant de voir aussi justement le bilan. Donc il y a le président français qui a mis en avant le fait que la France rejoignait une coalition de 39 pays qui avait promis qui promet en fait de ne plus financer de nouveaux projets liés au financement d'énergie fossile d'ici 2022. Donc, alors, évidemment, le diable est dans les détails. Ce n'était pas exactement de nouveaux projets à l'étranger, c'était des projets qui n'intégraient pas de captation et de stockage de CO2. Ah, on n'avait pas toute la phrase. Et donc voilà, une journaliste au Monde, Audrey Garrick, a demandé justement à Bercy, qui lui a confirmé que non, bien sûr, aucun projet ne sera abandonné dans l'immédiat par la France. Donc malgré l'annonce tonitruante du président suite à la COP 26 pour défendre son bilan. Donc voilà, il y a toujours des détails. Donc ça me rappelle Crédit Suisse qui, lors du procès auquel j'étais intervenu comme témoin, avait mis en avant qu'ils allaient cesser le financement de nouvelles explorations de centrales à charbon. Voilà, on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache spécifiquement derrière ça. Voilà, il faut faire confiance à des gens qui font des promesses sur lesquelles on n'a aucune main, ne serait-ce qu'en termes de suivi et de compréhension des détails. Donc, toujours un peu se méfier des annonces des grandes institutions, essayer de creuser qu'est-ce que ça recouvre. Et sur les 100 milliards, sur les 100 milliards par an, pardon, d'ici 2020, voilà, là aussi, le pacte de Glasgow met en avant qu'avec beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, là non plus, ils n'ont pas réussi, ne réussiront pas à, à rencontrer, à honorer cette promesse. Donc,
pour un peu vous avoir parlé de l'actualité de la finance climatique, pour dire 2 mots sur mon parcours, donc si on a un peu parlé, j'ai commencé une carrière donc, voilà, en finance de marché, plus précisément en trading algorithmique. Donc, après une formation, en maths, avec une prépa, prépa maths sup, maths spé, une grande école d'ingénieurs, les mines de Saint-Étienne. Je me suis spécialisé en data science. Je pressentais que ça allait avoir beaucoup d'importance pour l'avenir, notamment dans le monde financier. Un peu comme vous, je ne suis pas beaucoup plus vieux, j'ai 28 ans. Moi, donc j'ai commencé mes études juste au moment de la crise, donc il y a 10 ans, la crise de 2008, enfin un peu plus de 10 ans maintenant. Au moment de la crise de 2008, et donc ça m'a beaucoup marqué. Donc je sentais que la finance était un secteur très important et très puissant, et que voilà, c'était intéressant de l'intégrer, parce que j'avais quelques facultés en maths, et ben, qui dit maths et finance dit généralement quant. Donc c'est le nom de mon métier, c'est analyste quantitatif. Donc, c'est-à-dire, voilà, je crée des modèles mathématiques, statistiques, pour les marchés, qui essayent de modéliser les marchés financiers. Et en l'occurrence, là, j'étais à HSBC, donc voilà, j'ai fait 2 masters en plus, parce que voilà, c'est très élitiste comme milieu, étant donné que ça paye beaucoup, il faut avoir beaucoup de diplômes. Donc un diplôme d'ingénieur souvent ne suffit pas. Il faut avoir au moins un diplôme reconnu internationalement, comme à Londres, par exemple. Donc j'en ai fait un à Londres, plus un autre à Paris. Et donc ça m'a permis tout ça d'arriver à HSBC, donc voilà, en 2018. Donc voilà, je suis resté 1 an, et ce que je faisais, c'était d'analyser des algorithmes de trading, donc comme on dit, haute fréquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, plus aucun trader en fait, ne traite à la voix comme dans les films à l'époque. Maintenant, voilà, il n'y a plus de gestes comme ça bizarres avec les mains et tout. Là maintenant, voilà, c'est plus une ambiance d'hôpital un peu, genre c'est des endroits très calmes où personne ne crie, personne ne s'agite, et c'est des mecs devant des ordis, des geeks, qui codent des algos qui vont, voilà, essayer de prédire des mouvements, des variations de prix, de signaux, des fois jusqu'à la nanoseconde. Donc moi, c'était la milliseconde, mais voilà, toutes les millisecondes, il se passe quelque chose sur les marchés, et voilà, je dois prendre en compte ces informations, pour ensuite, ben voilà, faire un exercice. Si certains font de la data science parmi vous, ça s'appelle tout simplement un exercice d'apprentissage statistique. C'est-à-dire que j'ai une base de données historique, j'essaye d'apprendre dessus, et je garde les derniers jours ou les dernières heures pour l'entraîner, on va dire, pour le tester plutôt. Je l'entraîne en découpant mes paquets temporels, et après, ben, je le teste sur une partie qu'il n'a jamais vue, qui est le dernier jour, la dernière heure, la dernière seconde, etc. Donc voilà, là, je ne faisais pas mes propres algorithmes de trading, j'analysais ceux des autres. J'analysais les traders d'HSBC, et je devais leur donner des suggestions, des idées, reproduire leurs algorithmes moi-même, de manière indépendante, avec leur documentation, leurs données, etc. Et voilà, et voir si j'arrivais au même résultat qu'eux, si j'arrivais à l'optimiser, si j'arrivais à enlever des variables pour qu'il tourne plus vite. Voilà, plein de suggestions que je faisais aux traders, mais voilà, c'est pas moi qui crée c'est pas moi qui était en position de création de l'algo. J'étais juste en backup. Et au bout de quelques années, voilà, j'aurais été créateur d'algo. C'était un peu le Graal un peu aujourd'hui, pour les ingénieurs qui veulent faire de la finance, c'est de créer leurs propres algorithmes de trading. J'ai des copains d'ailleurs qui, en ce moment même, ont atteint ce Graal et s'en donnent à cœur joie. Mais voilà, une réalité un peu brute m'a rattrapé, et donc j'ai démissionné en juillet 2019, publiquement, avec une lettre ouverte. Donc en vrac les raisons, je pense comme vous aussi, hein, qui ont été assez marquantes. Donc peut-être moi depuis la France, avec la démission de Nicolas Hulot, les grèves du climat de Greta, les gilets jaunes aussi, qui paradoxalement, enfin on l'oublie un peu trop, mais voilà, c'est une taxe carbone qui au final n'avait pas du tout pour intention de financer quelconque politique climatique. Mais voilà, c'était plutôt de la réduction de charges patronales. Ça a été découvert un peu après que voilà, l'objectif de la taxe carbone. Donc voilà, ils ont eu bien raison de s'énerver. En plus, ça ne concernait pas les jets, les avions, les paquebots, voilà, c'était que les bagnoles, donc évidemment que les personnes les plus précaires. Donc voilà, c'était quand même justement la question, comme on dit, d'écologie punitive, de justice sociale qui est derrière des stratégies écologiques institutionnelles, m'a marqué personnellement, et je pense ma génération aussi. Évidemment, Extinction Rebellion aussi, qui s'est créé à Londres quand j'étais à HSBC.
Le manifeste étudiant pour un verre écologique, ça, je ne sais pas si vous connaissez un peu en Suisse, mais voilà, c'est en France. Hein, toutes les grandes écoles, depuis 2-3 ans, la plupart des grandes écoles, leurs étudiants font pression, essaient de faire pression auprès de leur direction pour changer les programmes et l'aligner avec l'urgence écologique. Et le GIEC, évidemment, le rapport du GIEC, là, cette courbe qui décroît fortement, sont les émissions de gaz à effet de serre, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2, ou juste les tonnes équivalent CO2, juste les tonnes de CO2 par an, les évolutions en fonction des différents scénarios. Et puis bon, voilà, d'autres choses que je vais un peu passer vite. Et en fait, cette suite d'événements, et notamment Extinction Rebellion, pour tout vous dire, voilà, c'est vraiment ça qui, personnellement, première petite conclusion intermédiaire déjà, enfin pas conclusion, mais leçon, on va dire, ou conseil, chose forte, en tout cas, je trouve, qui fait bouger les choses plus que des COP26, c'est l'activisme. Première démonstration, on va dire que l'activisme est très important. Personnellement, moi, c'est grâce à Extinction Rebellion qui a bloqué le tramway qui m'emmenait au travail à HSBC, juste ici, là, donc en bas à droite, là, à Canary Wharf. Canary Wharf, c'est le quartier d'affaires, même en haut à droite aussi, c'est Canary Wharf. C'est le quartier d'affaires le deuxième quartier d'affaires après la City de Londres. Et c'est là que HSBC, mais aussi Barclays, City, comme on peut voir justement en haut à droite, la City, etc. Donc plein de titans financiers. Je crois qu'il y a JP Morgan aussi. Tiennent leur siège. Ces sièges-là sont à Canary Wharf, donc il y a quand même la moitié des grosses banques qui sont là-bas. Et donc, des activistes de Extinction Rebellion, en avril 2019, ont bloqué mon métro, qui fait que, ben voilà, comme un con, je ne veux pas aller au travail. Mais voilà, au moins, quelque chose un peu germe un peu dans ma tête. Voilà, ça m'interpelle. Ils avaient des bannières, Climate Emergency, We Need to Act Now, etc., auxquelles je ne comprenais pas grand-chose à l'époque. Mais voilà, c'est en partie grâce à eux que j'ai commencé un petit peu à me poser des questions et que je me suis embarqué à une manifestation écolo avec eux quelques jours plus tard. Je suis allé au travail quand même, mais après, voilà, le week-end, il y avait la semaine de rébellion internationale à laquelle j'ai pris part. Et où j'ai compris, en fait, j'ai commencé à comprendre enfin, malgré mes longues études. Je ne sais pas si pour vous ça a changé, mais je ne pense pas beaucoup, en tout cas dans les formations économiques et financières. Les enjeux climatiques et écologiques au sens large ne sont absolument pas abordés. C'est vraiment en 2019, grâce à Extinction Rebellion, que j'ai entendu parler pour la première fois de seuil irréversible de réchauffement climatique, d'énergie fossile, du rapport du GIEC, de politique climatique. Enfin, voilà, tous ces mots-là, je n'avais jamais entendu, donc vraiment, je leur dois une fière chandelle. Et suite à ça, en fait, je me dis, bon, ben, HSBC, mon employeur, quand même plus grosse banque de l'Angleterre, plus grosse banque du Royaume-Uni même, d'Europe, je veux dire. Forcément, il va y avoir des conséquences sur mon travail, parce que cette semaine rébellion internationale a conduit à un état d'urgence climatique en 2019 du Royaume-Uni. Et je me suis dit, bon, bah, ça aura des conséquences immédiates, évidentes sur mon travail, moi, employé de la plus grosse banque d'Europe et d'Angleterre, à fortiori. Et en fait, pas du tout. Absolument aucune information quand j'arrive à HSBC. C'est comme si tous les jours étaient normaux alors que l'état d'urgence était déclaré. Et c'est là, en fait, que je vais commencer un petit peu à creuser la stratégie de mon employeur. Parce que, comme vous pouvez voir à gauche, dans la colonne de gauche ici, j'étais bombardé, en fait. Donc, je n'ai reçu aucune formation particulière, même aucune notification particulière de la part de mon employeur quand j'allais au travail le matin. Alors que, bon, c'est régulier, pour ceux qui le savent ou le sauront bientôt, dans des grands groupes, notamment les e-learning, les apprentissages en ligne sur des sujets les plus inintéressants les uns que les autres sont monnaie courante. Un petit e-learning sur le climat n'aurait pas fait de mal, donc même pas du tout. Par contre, comme vous pouvez voir à gauche, j'étais matraqué par des infos. Donc, quand même, l'info n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd pour HSBC que l'état climatique, l'état d'urgence a été déclaré et qu'il y a eu une semaine de rébellion internationale, machin, par Extinction Rebellion. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont placardé de partout le fait qu'ils étaient des leaders en investissement vert. Donc, comme vous pouvez voir là, je n'ai même pas le temps de les lire tellement ils sont majestueux, toutes les décorations d'HSBC. Ouais, World's Best Bank for Sustainable Finance. Voilà, la meilleure banque en finance soutenable, et puis d'autres médailles.
Donc ça, vraiment, c'était ça et d'autres choses, hein. En tout cas, l'importance de la finance verte et durable pour HSBC, ça, par contre, c'était matraqué de partout. C'est la première fois que je voyais autant HSBC faire sa propre promotion. Je me dis, bon, ce n'est pas mon travail. Moi, je travaille sur des algorithmes de trading, mais ne serait-ce que pour honorer quand même ces facultés mathématiques, rationnelles, analytiques qui ont accompagné mon parcours et pour un peu peut-être aussi me sentir plus en phase, on va dire, avec l'urgence du moment et avec cet activisme qui me touchait, sur lesquels je sentais qu'il y avait une injustice profonde, mais que j'avais encore du mal à bien comprendre et à bien saisir. J'ai creusé très sérieusement pendant des mois de manière autodidacte la stratégie climatique d'HSBC. Et en fait, c'est ça qui a conduit à ma démission pour le spoil. Et pourquoi comme vous pouvez voir ici, donc dans leur stratégie, donc ça c'est un des documents officiels d'HSBC, c'est un peu leur, comment on pourrait dire ça, leur rapport annuel, quoi, leur bilan annuel, où ils mettent voilà, à la fois les profits qu'ils ont fait, mais aussi leur stratégie plus long terme. Et comme vous pouvez voir, la question de la croissance est quand même assez omniprésente. Euh, Même si voilà, le low carbone, le sustainable, bon, voilà, vous voyez en vert, il y a quand même deux petites apparitions. Mais ça, c'est vraiment, voilà, c'est en plein milieu quasiment de la déclinaison ESG, donc comme on dit, environnemental et social governance. C'est en plein milieu de leurs engagements RSE, on pourrait dire aussi. Et donc, en fait, voilà, les engagements RSE, c'est quand même pas mal de croissance. Et je me suis dit, tiens, ils ont l'air assez sûrs quand même que les deux seront compatibles. Et ça a l'air d'être quand même assez important, la croissance, plus que tout le reste. Ça doit vraiment être, ça doit vraiment être indissociable de la pérennité des peuples et de nos engagements climatiques, d'avoir autant de croissance, autant de velléité de croissance. Donc voilà, vraiment encore une fois, à l'époque, je n'avais aucun a priori, aucun préjugé sur tous ces concepts. Même si je me disais, bon, quand même, HSBC, c'est pas mal d'argent, c'est quand même intéressant d'être encore autant obsédé par l'argent quand on en a autant. Et en fait, suite à ça, donc là, je vous fais un ultra résumé de mon rapport que j'ai transmis à mes chefs, à ma hiérarchie, après 2 mois de travail en autodidacte sur ces solutions, cette stratégie verte, et qui a été au cœur un peu de mon bouquin aussi, qui est un peu au centre de l'histoire que je raconte. Euh, donc voilà, le résumé des initiatives d'HSBC, en gros, et c'est ce qui est intéressant, c'est que ce sera pareil pour toutes les autres banques. Vous verrez, vous le faites une fois, vous l'aurez fait pour toutes, en fait. Vous pourrez débunker toutes les autres banques. Donc très simplement, et de manière très synthétique, si vous voulez des détails, tout est en ligne, hein. Les résumés des initiatives d'HSBC, c'est principalement mettre des obligations vertes, donc on va y revenir un peu plus tard. Les obligations vertes, c'est des produits financiers. En fait, une obligation, c'est comme une dette, si vous voulez, que les États ou les multinationales peuvent contracter. Voilà, j'ai besoin de 100 000 euros, de 100 millions d'euros, qui veut bien me les prêter? Et donc, une entreprise ou un État peut émettre une obligation verte, donc une dette, où il promet que si on lui donne cet argent, derrière, il fera un usage vert de cet argent. Or, les métriques ESG, donc ESG ou RSE, que vous devez connaître, sont mal définies. C'est reconnu comme tel par la banque elle-même, mais aussi par les fournisseurs de seconde opinion, parce qu'évidemment, il y a une sorte d'audit. En fait, la banque mobilise une sorte d'auditeur. Ça peut être les auditeurs un peu classiques, genre Price, EY, tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est Cicero, je crois, de mémoire, l'auditeur d'HSBC pour ces green bonds, ces obligations vertes. Les métriques qui les définissent, sociales, environnementales, ne permettent pas d'assurer un impact net positif. C'est-à-dire que même des rénovations de centrales thermiques, de centrales à charbon ou même de pipelines, si vous voulez, de raffinage de pétrole, peuvent compter dans les obligations vertes sans qu'on sache à quoi ça va servir derrière, in fine. Parce que pourquoi pas? Allez, on pourrait dire qu'il peut y avoir un usage positif pour le climat en rénovant, en modernisant une raffinerie de pétrole. Mais on n'a aucune idée de pourquoi, comment ça va être mesuré. Il n'y a aucun suivi. Ensuite, la gouvernance, donc la manière dont c'est encadré de manière juridique en interne, est basée sur le volontariat. Donc, il n'y a absolument aucune contrainte, quelle qu'elle soit. Ces obligations aussi sont juridiquement, théoriquement et en pratique indistinguables des obligations classiques en termes de prix. On n'arrive pas à distinguer le prix d'une obligation verte d'une obligation normale.
Et donc, il y a la question d'un greenwashing fonctionnel qui est posée. Il n'y a aucune stratégie d'atténuation aussi des produits financiers basés sur les combustibles fossiles. Donc, c'est ce qu'on appelle les actifs échoués. Donc, c'est toutes les nouvelles, tous les produits financiers qui vont ouvrir des nouvelles capacités fossiles qui ferait que si on allait jusqu'au bout de cette capacité fossile, par exemple, demain, j'ai un prêt pour ouvrir une centrale à charbon. Si je veux rentabiliser mon prêt, avec cette centrale à charbon-là, étant donné toutes les centrales à charbon qu'il y a déjà sur Terre, je dépasse l'objectif des 1,5 ou des 2 degrés. Donc, tous ces actifs financiers dans les bilans des banques si les entreprises pétrolières, gazières, machin, qui sont adossées à ces prêts-là, continuaient de vivre leur belle mort, justement, de rembourser ces prêts de manière normale, etc., en allant jusqu'au bout, on dépasserait les 1,5 ou les 2 degrés. Donc, en fait, il y a des prêts qui sont toxiques au sens, et qui sont dans les bilans des banques, au sens de si l'entreprise derrière va jusqu'au bout, on est mal. Donc, voilà, tout ce qui est la finance brune, pour le dire autrement, n'est pas du tout concerné par les initiatives vertes. On laisse le business as usual carboné comme avant. Donc, aucun outil ou méthodologie pour suivre non plus les empreintes carbone et les gaz à effet de serre total, donc comme on appelle l'empreinte carbone totale aussi de ces projets. Donc là, vous verrez aussi que je ne parle que de carbone jusqu'à présent, et que de climat. Je reste volontairement que sur le climat. Aucune stratégie de coopération non plus, ni en interne. Donc, comme je vous ai dit, moi, je n'avais aucune information en tant qu'employé de la banque et que j'étais cadre, cadre supérieur, je n'ai aucune information de la part de la banque par rapport à ces stratégies vertes, ni en externe, en fait. Donc, il n'y a aucune coopération entre les banques pour éviter de se marcher sur les pieds, quoi. Et enfin, donc voilà, évidemment, l'alpha et l'oméga, c'est la question de la croissance économique. Celle-ci n'étant absolument pas questionnée à aucun moment. Le fait de est-ce que c'est possible de dissocier, parce qu'une fois, voilà, au départ, comme je dis, j'ai pas d'a priori, puis après, j'ai commencé à creuser, à regarder, et en fait, c'est très compliqué de faire de la croissance économique sans faire de la croissance énergétique. Les deux, en tout cas, sont très liés. Les chercheurs en sont encore en pleine hésitation, il n'y a pas de réponse définitive pour savoir est-ce qu'il y a une causalité entre la croissance économique et la croissance énergétique ou l'inverse. C'est souvent, ça dépend des moments. Il n'y a pas une réponse unique. C'est une question assez complexe. Je pensais qu'elle était tranchée depuis longtemps. Elle ne l'est pas tant que ça. Mais dans tous les cas, c'est une dynamique qui se suit. Ce sont deux variables, comme on dit, plus que corrélées. Ce sont deux variables. Excusez-moi, je n'ai pas le terme technique. Mais voilà, en fait, il y a une force de rappel, si vous voulez, il y a une force de rappel en fait entre ces deux variables. Et donc voilà, à aucun moment, on vous dirait que c'est vraiment un sous-problème, le fait que faire de la croissance économique comme le veut HSBC, c'est écrit de partout, et diminuer, diminuer la croissance énergétique, parce que, bon, je pense que vous le savez, la croissance énergétique mondiale est majoritairement composée d'énergie fossile. Voilà, il y a certainement un problème qui n'est évoqué nulle part, alors que c'est assez central. Et donc voilà, ce qui est intéressant aussi, comme je l'ai dit, c'est qu'une fois qu'on a un petit peu posé ces questions-là pour une banque, ça m'a été extrêmement facile de pouvoir répliquer ces arguments, qui sont encore une fois sont un résumé, de pouvoir les appliquer à Crédit Suisse. Et là, en ce moment même, je suis en train aussi de m'intéresser de près à d'autres banques, d'autres grosses banques. Pareil, toutes les banques too big to fail, too big to jail, qui n'ont rien à craindre, même à faire des stratégies climat complètement éclatées, excusez-moi du terme, voilà, sont très facilement débunkables. En fait, ils ne font vraiment très peu d'efforts. Et une fois qu'on a compris pour une, on a compris pour quasiment toutes. Donc depuis, je vous ai mis un petit truc inédit. Je suis allé un peu creuser par curiosité le dernier rapport ESG d'HSBC, enfin plutôt le rapport annuel des résultats, où il y a encore une fois une partie ESG. Donc ça, c'est les deux trucs de gauche. Donc pour une fois, la banque admet l'existence d'un scope 3, chose qui en 2019, quand j'y étais, n'était pas le cas. Donc voilà, une fois que, pour le faire vite, pardon, en 2019, ça, je fais ce rapport, j'en parle à mes supérieurs, ils me rient au nez. Ce n'est pas un sujet pour eux, ils me disent d'aller faire de la finance verte ailleurs, ils ne le lisent pas mon rapport, ils s'en foutent. Bref, et donc, bon, pour moi, c'était trop insupportable, cette dissonance cognitive, cette fracture, de voir qu'ils ne prenaient pas au sérieux mes angoisses par rapport à des stratégies qui étaient éclatées de la part d'HSBC.
Et donc, ça a été trop fort pour moi, j'ai démissionné, depuis maintenant à peu près 2 ans. Et donc, bon, là, j'ai regardé, bon, j'ai fait des choses aussi entre-temps, hein, mais voilà, je peux peut-être en parler plus tard. Là, j'ai regardé donc récemment le dernier rapport d'HSBC. Comme vous pouvez voir, donc, il donne l'existence des scopes 1, 2, 3. Donc, bon, je ne pense pas trop avoir besoin de revenir là-dessus devant vous. Je pense que vous êtes tous au moins conscients de ce que c'est. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez ici, donc notamment donc, en bas à gauche, là, on voit leur émission de carbone. C'est impressionnant. On se dit, putain, mais c'est une décroissance assez folle. En fait, ça y est, ils ont amorcé la décroissance énergétique et donc bon, potentiellement économique, hein, parce que les deux, comme j'ai dit, c'est très dur de distinguer l'un de l'autre, en tout cas à l'échelle globale. Et puis bon, même à l'échelle d'une entreprise grosse comme HSBC, ça paraît quand même assez étonnant. Et en fait, bon voilà, je vous lirai les détails si vous voulez. De toute façon, je vous enverrai les slides chez vous. Mais en gros, ces deux courbes ne représentent que les scopes 1, 2 et, si je ne dis pas de bêtises, parce que le scope 1 et 2, voilà, il y a une obligation légale, évidemment. Donc, les scopes 1 et 2, peut-être un mini rappel très rapide, c'est donc voilà, les émissions directes et indirectes liées, le indirect des scopes 2 liés à la consommation énergétique des bâtiments, etc. Donc, l'énergie qui est consommée sur place, donc l'électricité, le chauffage, les climatiseurs, etc., qui sont utilisés dans les buildings des banques. Et le scope, donc voilà, scope 1, scope 2 et le scope 3, voilà, ça peut être les fournisseurs, les voyages en avion des employés, le temps qu'ils mettent pour venir au travail. C'est de l'indirect, encore plus indirect, si vous voulez, que le scope 2, quoi. Le scope 3, c'est très complexe, donc il n'y a aucune obligation légale de la part des multinationales de dévoiler le scope 3. Mais c'est là où tout tient le problème, en fait, parce que c'est le plus intéressant, le scope 3 pour les banques, étant donné que oui, en soi, ils font juste tourner des ordinateurs et ils sont entassés dans des bureaux de 40 étages, les uns sur les autres, avec bon, voilà, tout ce qu'on peut imaginer en termes de besoins énergétiques de bâtiments. Mais le plus important, ce n'est pas ça, évidemment, c'est leur financement. Qui ils vont financer? Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le deuxième slide, HSBC est 13e plus grosse financeuse d'énergie fossile depuis l'accord de Paris. Donc, c'est ça le problème. Or, évidemment, HSBC ne le mentionne nulle part. L'impact carbone de son financement, de ses investissements directs ou indirects. Et donc là, la courbe qui décroît, c'est juste, comme vous pouvez voir, et ils en font des caisses, hein, c'est juste le scope, si je ne dis pas de bêtises, juste le scope 1 et le scope 2, je crois. C'est juste le scope 1, scope 2. Donc voilà, ce que les employés vont, ce que les employés aussi vont, et même peut-être le scope, voilà, pardon, le scope 3, le seul scope 3 qu'on a, et ça c'est le graphe de droite, donc voilà, c'est toutes les informations chiffrées climatiques d'HSBC de tous ces rapports qu'ils ont dû fournir l'an dernier, tiennent en ces trois trucs, même en ces deux graphes. Et comme vous pouvez voir à droite, voilà, on parle de efficience énergétique, déchets, l'eau consommée, business travel. Vous voyez en bas à droite, la business travel, comment est-ce que les employés vont et viennent du bureau, est-ce qu'ils prennent l'avion ou pas. Donc, aucun endroit, on voit en fait l'impact carbone des investissements d'HSBC. Et en fait, ils en sont quasiment incapables. Et donc, voilà, donc, la courbe qui décroît montre juste qu'entre 2011 et 2018, et Dieu merci, Covid est arrivé, ils ont encore plus plongé en 2020 en termes de consommation énergétique dans les bâtiments. Forcément, ils sont restés chez eux. Et en termes de transport aussi, ils ont pas pris de bus ou de tram pour aller au travail ou la voiture. Mais donc voilà, c'est clairement des graves dont on se fout, en fait, tout ça. Ça ne représente qu'une infime partie du véritable impact de la banque. Et nulle part, vous ne verrez alors qu'ils l'écrivent, hein, que dans le scope 3, il y a des financements. Mais ce n'est pas écrit. Et aussi, en fait, il y a un caractère un peu ridicule à mettre autant d'importance au climat. Donc, j'ai tout doucement un peu bifurqué vers autre chose. Mais voilà, c'est que, en fait, les banques ne sont même pas, même les multinationales à qui les banques prêtent de l'argent ou les États à qui les banques prêtent de l'argent sont incapables de mesurer précisément leur émission de gaz à effet de serre. Je pense que vous l'avez peut-être vu récemment, c'est sorti il y a 1 ou 2 semaines, les émissions sont sous-estimées par les pays. Entre 8 et 13 milliards de tonnes de CO2 passent sous les radars des Nations Unies par manque de mesures satellitaires et par une surestimation des captages. Donc en fait, même si elles le voulaient, elles ne le veulent pas, mais même si elles le voulaient, elles ne pourraient pas précisément mesurer leur impact. Parce que même les multinationales, donc ouais, il y a déjà un intermédiaire, elles sont un intermédiaire
avec des entreprises qui ne sont même pas elles-mêmes capables de mesurer à l'échelle mondiale, tellement elles sont grosses, tellement il y a des sous-traitants dans tous les sens, tellement… Enfin, voilà, c'est un exercice extrêmement fastidieux, complexe, voire même peut-être impossible, de mettre un capteur CO2 derrière chaque usine, chaque boulon, chaque voiture, chaque employé, savoir comment il est venu au travail et tout. C'est un travail monstre. Donc, en fait, on n'y arrivera probablement jamais à estimer précisément ce scope 3 des banques. Mais bon, voilà, elles prétendent l'avoir déjà fait et elles sont toutes fières de dire: «Nous avons baissé nos émissions». Elles ne précisent pas, et je ne sais pas où c'est, mais nous avons baissé nos émissions, point. Donc ça, c'est voilà, c'est très fallacieux et c'est très problématique. Donc ne vous faites pas avoir là-dessus. J'ai un peu accéléré. Donc voilà, juste deux grands thèmes qui reviennent souvent donc, dans la finance verte, c'est l'obligation verte. Donc voilà, l'obligation verte, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est on promet qu'on va financer un projet vert, alors en fait, on n'en a aucune idée de quel est le projet qui va être financé. Et en plus, voilà, donc c'est deux chercheurs, notamment, enfin, pardon, le chercheur Julien Lefournier et Ivar Lekkerland, sur le graphe de droite, enfin, le tableau de droite, vous voyez un peu un extrait du sommaire exécutif de son rapport de recherche, en fait, de son papier de recherche, pardon, l'obligation verte homéopathie ou incantation, qui est sorti en 2019 et qui voilà, pose vraiment la question de greenwashing fonctionnel. Donc, depuis ce Julien Le Fournier a écrit ce livre en bas à gauche, L'illusion de la finance verte, que je vous invite à regarder pour un peu pousser la question un peu technique. Ceux qui aiment bien, voilà, un peu. C'est pas des maths compliquées du tout, hein. Enfin, c'est vraiment des maths, des multiplications et des additions, hein. Et des sommes. C'est très simple, hein. Mais il y a pas beaucoup d'équations. Mais je veux dire, c'est voilà, c'est un tout petit peu technique par rapport à un autre livre que je vous conseillerais plus tard, que je trouve mieux personnellement. Mais voilà, pour ceux qui veulent aborder cette question-là, voilà, le Julien Le Fournier a travaillé en plus au Crédit Agricole, je crois, pendant 15 ans, 20 ans en salle de marché. Donc voilà, il est très chaud et lui aussi, en fait, a démissionné en quelque sorte pour un peu lancer l'alerte. Donc lui, il l'a fait beaucoup plus récemment, je crois, et son livre est sorti en 2021, là, cette année. Et ce qui est intéressant sur ce papier de recherche, à droite, c'est que Gaël Giraud, donc un économiste, écologiste qui a coécrit, enfin qui a fait la préface de l'illusion de la finance verte, donc bon, que j'ai là sous la main. C'est assez intéressant parce qu'il nous dit en introduction que déjà il s'est fait menacer quand à une conférence où il y avait des banquiers, etc. Il avait critiqué la finance verte, les green bonds, les obligations vertes. Il y a un banquier qui est venu et qui lui a dit: «Cher monsieur, ce que vous avez dit au sujet des green bonds, nous sommes d'accord que c'est la dernière fois que vous le dites, n'est-ce pas?» Donc, petite menace à mon cachet. Et en plus, donc l'article, en l'occurrence, a été retiré en moins de 24 heures de la chaire d'économie du climat, donc certainement de Dauphine, je crois, parce que Ivar Ekeland est à Dauphine. Elle a été retirée du site d'une chaire d'économie du climat sous la pression d'une banque qui appartient au financeur de la dite chaire. Et donc, Gaël Giraud a pris la décision de mettre en ligne cet article sur le site de sa propre chaire qu'il co-dirigeait à l'époque. Donc voilà, c'est pour la petite histoire que je trouve assez amusante. Voilà, ces mêmes banquiers, en fait, sont très gênés que de plus en plus de démonstrations s'élèvent et en plus notamment du secteur lui-même, en fait, d'infiltrer du secteur de professionnels pour dire à quel point ces instruments sont du bullshit marketing total. Donc bon, ça j'ai passé un peu l'obligation verte, voilà, juste pour vous donner un peu une idée de ce qui est financé, c'est principalement des renouvelables. Bon, ça c'était en 2018. Depuis, ça a un peu changé, enfin 2019, je crois. Bon, rien qu'à la tête des rapports Green Bond HSBC de 2019 et 2020, que vous voyez à gauche, vous avez compris en fait qu'est-ce qui sert à financer. Et à droite, en fait, vous pouvez voir voilà, un truc de Green Bond, un papier, on va dire, récapitulatif des informations pour investisseurs, quoi, en gros. Et bon, pas une fois, vous voyez écrit du CO2, combien ça a évité de CO2, combien ça a produit de CO2, ce n'est pas une question. Et donc voilà, ça, c'est un truc qu'on pourrait reprocher plus globalement à la finance verte, à l'obligation verte en tout cas. Et là, je vous conseille énormément donc, le livre de Hélène Torgman, La croissance verte contre la nature. Donc, je n'ai pas pris ces éléments de son livre, mais elle les précise, elle les détaille de manière hyper pertinente. Donc, bon, je les mettrai avec les slides quand je vous les enverrai. Mais bref, tout ça pour dire que tout ce qui est produit derrière l'obligation verte, les projets qui sont principalement des éoliennes ou des panneaux solaires, ils ont besoin de pétrole de base pour extraire les matériaux,
pour la fabrication des infrastructures qui permettent les assemblages, pour la maintenance, pour les réparations, pour la distribution, pardon, pour distribuer l'énergie, etc. Il demande du pétrole dans tous les sens, en fait. L'extraction des terres rares aussi, et les minerais ou métaux critiques, qui se fait la plupart du temps dans des zones très sensibles en Chine, en Afrique ou en eau profonde. Comme vous pouvez voir en bas à droite, la plupart des compagnies liées aux énergies renouvelables sont impliquées dans la violation des droits humains. Parce que, par exemple, le cobalt, pour ne citer que lui, étant principalement au Congo, ce sont des enfants qui sont dans les mines de cobalt pour récupérer. Et donc, une centaine d'enfants est mort dans ces conditions en un an, je crois, en 2018 ou 2017. Et ensuite, l'extraction minière est un cauchemar environnemental en tant que soi, en fait, donc quelle que soit l'extraction minière. Hein, donc là, je parle des énergies renouvelables, mais vous imaginez bien que le nucléaire, c'est pareil. Où se côtoient occupation de terres agricoles, de forêts ou de déserts, rejet de métaux lourds, pluie acide, eau de rivières contaminées, extermination d'espèces, dérèglement climatique et violation des droits de l'homme. Sur place, hein, juste l'extraction minière en tant que telle. Donc là, je vous renvoie aux travaux de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, entre autres, ou Anna Bednik, Extractivisme, comme livre intéressant qui parle de ces sujets. Et donc voilà, l'énergie générée, enfin, quel est l'usage? Parce que si on se dit, OK, on va faire toutes ces dégradations, tous ces efforts, tout ce béton, tout ce cuivre, voilà, tout ce procédé industriel hyper polluant, si encore la finalité était pour régénérer ex nihilo des espèces disparues, pourquoi pas? Mais ce n'est évidemment pas le cas. On ne sait absolument pas comment va être utilisée l'énergie finale. Et généralement, ça va être pour alimenter ce genre de choses ou voilà, des nouveaux projets, un ordinateur sur lequel je vous parle, des choses qui elles-mêmes nécessitent toutes ces horreurs environnementales, etc. Et donc, l'obligation verte est complètement aveugle à ça. Je voulais vous montrer très rapidement en 3 minutes. Bon, peut-être je ne vais pas le faire en entier parce que je ne sais pas si j'aurai le temps après de conclure. Il est de 19h15. Mais voilà, pour moi, ça, c'est une des manières. Attendez, hop, je ne sais pas si. euh, Tac, 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 je ne sais pas si. Ah oui, nouveau partage. Voilà, hop, pardon. Donc, ça dure 3 minutes, c'est très efficace. C'est extrait de Planet of the Humans, un documentaire film que je vous conseille énormément, qui en fait dézingue toutes les toute l'écologie capitaliste à base de renouvelables, etc. Donc, juste pour vous montrer concrètement comment c'est fait, en fait, ça dure 3 minutes et c'est le plus efficace quand on vous parlera d'énergie renouvelable ou de voitures électriques comme la solution pour résoudre tous nos problèmes environnementaux. Voilà, vous n'aurez juste qu'à penser ou leur à montrer ça. Je vais vous montrer juste 1 minute pour repasser à autre chose. Et j'avance un petit peu, voilà, pour vous montrer notamment voilà, la partie assemblage.
Donc bon, voilà, ça met un peu la nausée tout ça, mais je pense que c'est indispensable pour éviter de se faire avoir et d'être naïf sur la question de la transition écologique ou du développement durable ou de toutes ces choses-là, tous ces termes un peu qui sont un peu les mêmes. C'est voilà, de toujours avoir en tête, en fait, les détails, les secrets cachés de comment sont faites les choses. Et c'est ça la beauté terrible de la finance, de l'industrie, de la civilisation industrielle capitaliste en général, c'est de nous cacher la réalité des choses, qu'un produit financier, personne n'y comprend rien. Une éolienne, un panneau solaire, très peu de gens ne savent vraiment comment c'est fait, ou une voiture électrique. On n'a plus de rapport sensible aux choses et les revendications écologistes aujourd'hui se résument à voilà, des nouveaux marchés capitalistes écologistes, parce qu'évidemment, tout ça sert à faire de la croissance. Ça ne sert pas à régénérer des espèces ou à protéger des rivières ou des saumons ou des truites ou des loups ou des arbres. Donc voilà, c'est ce rapport sensible qui a été vraiment perdu dans l'écologie dominante aujourd'hui et dans lesquels se sont évidemment infiltrés, engouffrés les banques et les multinationales et les États pour nous vendre leur camelote et nous faire croire je ne sais quoi. Donc, bon, vous pouvez mettre le nucléaire dedans aussi, hein, bien sûr. Hein. En l'occurrence, les banques sont un peu frileuses à financer le nucléaire pour plein de raisons sur lesquelles je ne suis pas complètement au point. Mais voilà, c'est des procédés tout à fait similaires pour le nucléaire aussi. Donc, autre dernier truc à débunker, donc l'obligation verte, voilà, c'est la croissance verte, évidemment. Donc croissance verte, en fait, voilà, en fait, vous aurez compris que c'est tout à fait lié, en fait, hein, c'est quasiment la même chose. Enfin, l'un est utilisé pour l'autre, quoi, en fait, quand on parle de croissance verte, et là, je vous ramène encore à Hélène Torgman, La croissance verte contre la nature, qui décrit avec minutie et vraiment beaucoup d'intelligence et de précision toutes les nouvelles technologies industrielles pour alimenter la croissance verte, donc énergie renouvelable, certes, mais aussi tout ce qui est agrocarburants, euh, 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 usines de stockage de CO2, enfin, toutes ces choses-là, elle arrive vraiment à donner des arguments, elle révèle en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Ces choses-là qui nous sont cachées, voilà, on entend agrocarburant pour faire l'avion vert, ah, génial, l'hydrogène vert, génial, on ne sait pas ce que c'est vert, c'est bien. Donc voilà, elle au moins, elle donne une réalité concrète, donc là aussi son livre est sorti il n'y a pas longtemps, il est vraiment bien. Donc la croissance verte, justement, c'est quoi? Ben, déjà, à gauche, vous voyez donc le lien entre PIB en abscisse et total d'énergie, la demande totale d'énergie primaire en ordonnée. Donc ça, c'était en 2000, en dollars de 2011. OK. Parce que voilà, c'est corrigé de l'inflation, tout ça. Donc c'est Zenon Recherche, bon, pour la source. Et donc voilà, c'est l'évolution de la relation entre la demande d'énergie et le PIB pour 1850-2019. Et donc la première partie entre zéro, et vous vous sentez bien que zéro, enfin quasiment zéro, c'est 1850. De là jusque la première portion de droite, on va dire, le premier segment de droite, ça correspond donc à un modèle linéaire jusqu'aux années 70 à peu près. Puis après, il y a une sorte de loi puissance, donc un peu, ça commence un peu à se courber, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut faire plus de PIB avec moins d'énergie. Et à la fin, ça redevient linéaire, mais avec une pente plus faible. Donc, c'est un peu une sorte de transition de phase, si vous voulez. Et où la dernière phase, en fait, voilà, montre qu'on peut faire un peu plus de PIB avec la même quantité d'énergie qu'on pouvait faire avant. C'est ce qu'on appelle souvent l'efficacité énergétique, tout ça. Enfin, l'efficacité énergétique du PIB. Donc bon, ce qui n'arrange pas tellement que ça nos affaires, hein, on n'a pas réussi à découpler non plus. Hein. Mais bon, voilà, on dépense un petit peu moins, on est un peu plus efficace. En bas à gauche, c'est découplage et croissance verte, un super rapport de carbone 4. Hein. Il est plutôt bien fait, je trouve, en n'étant pas aligné totalement avec carbone 4, notamment pour plein de raisons. Mais ce rapport-là est plutôt bien fait. Et donc notamment, enfin voilà, il y a un graphe que je vous montrerai un peu plus tard qui est sympa. Et donc, bon, entre autres, là, vous voyez l'évolution donc du PIB et de l'énergie consommée dans le monde au cours du temps, avec les gaz à effet de serre en gris, là, tout en bas. Donc voilà, rouge, énergie et gaz à effet de serre, celle-là, bon, elle se superpose presque.
Mais le PIB, voilà, on a fait plus de PIB par rapport à en ramenant tout avec une base 100, on a fait plus de PIB, 2 fois plus, quasiment, sur cette période-là, dans le monde. Mais voilà, la question en fait du découplage, donc voilà, en gros, la croissance verte, c'est quoi? C'est croire qu'on peut découpler, croire qu'un jour, on va pouvoir faire du PIB comme ça et baisser la courbe d'énergie et de CO2. Donc, quand on parle de découplage, de croissance verte, on pourrait aussi parler de développement durable. Donc, le développement durable, là aussi, c'est un terme, c'est un oxymore, si vous voulez. Développement, c'est la croissance. Dans toutes les bouches des capitalistes, c'est la croissance, le développement. Et le durable, c'est le vert. Donc, voilà, c'est comment essayer de faire du en même temps, hein, propre au président français. Comment concilier deux choses irréconciliables, en fait. Donc, c'est une longue quête, le développement durable ou la croissance verte, c'est un peu des synonymes. C'est une longue quête de découplage, justement, entre la croissance énergétique ou matérielle, parce qu'encore une fois, on ne parle que de climat, ce qui est un problème, et d'énergie, mais pas assez d'extractivisme matériel. Et j'espère qu'avec les ENR, les énergies renouvelables et la petite vidéo, déjà, vous aurez une idée en quoi le matériel est important, l'extractivisme. Donc voilà, comment découpler la croissance énergétique et matérielle de la croissance économique? Or, ce découplage ne vient pas, n'a jamais été observé, et de plus en plus de travaux, là aussi, universitaires, en font état. Donc, notamment le Decoupling Debunked. Donc, ça, c'est une petite mine d'or qui est sortie en 2019. Justement, le rapport du Carbone 4, là, ici, découplage et croissance verte, il est sorti il n'y a pas longtemps, là, 2020, septembre 2021, en 2021. Il est sorti en 2021. Et il est inspiré de ce Decoupling Debunked, qui est, je trouve, un peu moins sympa à lire que celui de Carbone 4. Là. Mais voilà, Decoupling Debunked, c'est vraiment un peu, voilà, il est tout récent, 2019 aussi quand même, mais voilà, vraiment, il pose les bases de manière en plus officielle, quoi. Enfin, une source qui est très institutionnelle, si vous voulez. C'est un doctorant, Timothée Parikh, pour ceux qui le connaissent, un doctorant en décroissance qui a pris le lead de ce projet universitaire avec 3-4 autres chercheurs. Et justement, en fait, il met en avant quelles doivent être les caractéristiques d'un découplage réussi. Quand on parle de découpage, parce que comme des fois, ça peut commencer à s'observer, comme vous pouvez voir un peu ici, très rapidement, ça s'observe un peu. On verra dans un slide après qu'est-ce qui peut faire dire aux gens, ah, le découplage est arrivé, ça y est, on y est. Et en fait, souvent, c'est des découplages partiels, ce n'est pas des découplages, bon, on va le voir juste après. Et donc, ce petit dessin, la checklist du découplage, la decoupling checklist, est extrait donc, du rapport. Et il y a aussi en bas à droite, là, un autre article de recherche pardon, qui est une sorte de synthèse. En fait, c'est une sorte, comme on appelle une méta-analyse. Donc, c'est de la méta-recherche. En fait, c'est de la recherche qui analyse d'autres papiers de recherche. Et donc, voilà, c'est une analyse bibliométrique qui a regardé tous les papiers sur le découplage, bon, un peu ce que fait Decoupling Debunked, mais là, il est encore plus récent, là aussi, 2021, ou 2020, pardon, 2020. Et voilà, là aussi, il en remet une couche pour analyser tous les papiers qui parlent de découplage, et les conclusions sont les mêmes. Le découplage n'est pas assez rapide, partiel et pas durable, quand il est observé, et toujours insignifiant. Et donc voilà, ça, ce qui est à gauche, là, ça vient de, du rapport de Carbone 4, là, croissance verte et découplage. Et donc voilà, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus clair en fait, comme ça que la checklist, là, où on voit qu'un découplage, en fait, pour être celui dont on a besoin, en tout cas, du découplage, si on voulait miser sur cette stratégie, ce serait absolu, total, mondial, pérenne et rapide. Donc, vu que là, j'arrive un peu à la fin de mon temps, je ne vais pas trop creuser, mais voilà, vous regarderez avec les slides, en fait, ça permet là aussi de voir en quoi par exemple, ici, donc ça, c'est extrait du rapport de la Commission européenne. Je crois qu'il a été coupé là, parce qu'il y a des couleurs qui manquent. Mais voilà, en gros, ça vient de la Commission européenne, sorti en 2020 ou 2021 pour donner les grandes lignes de la stratégie climatique de l'Europe. Et comme vous pouvez voir, donc, les courbes rouges et bleues au début correspondent aux gaz à effet de serre et aux ah bon, ok. Jean Castex me dit que je peux déborder un peu, c'est sympa. Donc, ouais, la courbe rouge et bleue, donc la bleue, c'est le PIB et la rouge, c'est donc les émissions de gaz à effet de serre. En Europe, dans l'historique, évidemment, oui, on observe entre 1990 et 2005, il y a eu un découplage réel. Les émissions ont baissé,
et le PIB a monté. Sauf que, déjà, si je ne m'abuse, faudrait que je crois l'avoir vérifié, j'ai un mini doute, mais je crois qu'on ne parle pas ici d'émissions, enfin, je suis quasiment sûr, en fait, qu'on ne parle pas d'émissions empreintes, mais d'émissions territoriales. Donc ça veut dire que, toutes les importations de produits comme ça, typiquement, qui est fait en Chine, qui produit donc du CO2, mais vu que je l'achète en France, je n'ai pas produit de CO2 en France, mais c'en a produit en Chine pour quelqu'un qui n'a pas d'iPhone. Donc voilà, ce qui fait que ça biaise complètement en fait la véritable comptabilité carbone. On a aussi encore un détail, on va dire, sur lequel font leur beurre tous les voilà, les promoteurs de la croissance verte et du capitalisme vert, etc. Voilà, c'est un des éléments qui leur permet de faire leurs arguments fallacieux. C'est de dire oui, nos émissions ont baissé, notre PIB a monté et on consomme plus, etc. Donc on fait plus de production, on a plus d'objets qu'on consomme, qu'on achète, qu'on vend. Et on fait moins de CO2. Ouais, oui, le CO2 est en Chine. Donc, forcément, et pareillement, la Chine, elle, augmente ses émissions alors qu'elle consomme, enfin voilà, elle consomme beaucoup moins que ce qu'elle émet, quoi. C'est l'usine, comme on dit, l'usine du monde, le grenier, enfin pas le grenier, mais vous avez compris. Et donc voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'un Chinois, par personne, quand on regarde les émissions par personne, le Chinois consomme beaucoup moins, émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que le Français. Donc bon, évidemment, ils sont 1 milliard, donc c'est le premier pays à polluer. Mais voilà, en gros, c'est tout ça pour dire que si la planète vivait comme que des Français, il faudrait plus de planètes que si toute la planète vivait comme des Chinois, assez paradoxalement, parce que la Chine exporte ses émissions dans les pays. Et donc voilà, là, on a un exemple parfait de découplage, en fait, d'espérance de découplage. En fait, l'Union européenne, la Commission européenne mise tout sur ça, de croire que on va arriver, donc en fait, voilà, mais c'est vraiment prophétique, hein, c'est d'arriver donc à un découplage donc absolu, donc qui soit voilà une forte décroissance, qui soit rapide, qui ne fasse pas augmenter le gaz à effet de serre des autres, parce que là aussi, ça ne sert à rien si nous, on arrive à zéro et que la Chine a triplé ou quadruplé, ou les États-Unis ou l'Inde, ou je ne sais quoi, ses émissions pour nous envoyer des trucs. Donc là aussi, ça n'a aucun sens. Enfin voilà, tout va mal en fait avec ce schéma. C'est vraiment voilà, le PIB, ils espèrent que le PIB va être multiplié par 2,5 d'ici 2050. Enfin, voilà, on est dans et bon et voilà. On est, enfin voilà, on est dans des rêves, enfin dans des aspirations en fait, mais voilà, qui ont des, je pense, des ressorts très, très psychologiques en fait, hein. C'est pas que des, enfin beaucoup sont des psychopathes, hein, surtout les dirigeants de multinationales ou les chefs d'État ou les banquiers qui doivent faire du lobbying pour avoir ce genre de courbe, hein, ce genre de profil de PIB. Mais c'est aussi des gens, je pense, qui la perspective d'une décroissance fait extrêmement peur, étant donné que ça rompt avec vraiment tout un imaginaire, une manière de concevoir l'avenir qui est assez déstabilisante peut-être, où il faut réinventer nos propres règles du jeu, en fait. Ça qui fait peut-être peur aux gens aussi, c'est de ne plus déléguer son pouvoir politique, mais de se l'approprier, de tendre un peu plus vers un peu plus d'autonomie politique. Et ne plus, voilà. Donc peut-être ça, c'est des choses qui font peur aux gens. Euh, Toujours extrait donc du rapport que j'aime bien, la découplage croissance verte, parce que leurs graphiques sont sympas, je trouve. Notamment celui-là que j'ai bien aimé aussi. Donc là, ils ont fait, donc Carbone 4 a synthétisé tous les scénarios d'évolution du couple PIB-énergie des plus grandes instances internationales. Donc, il y a l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, Shell, BP, Greenpeace, machin, 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 le GIEC, tout ça. Donc, voilà, c'est la quinzaine de petits points rouges là, que vous pouvez voir. Nous, on est là aujourd'hui. Donc, c'est le gros point rouge au milieu. La courbe noire représente la tendance, l'historique. On est parti de en bas à gauche, tout en bas à gauche, en 1950, PIB et énergie consommée. On est arrivé voilà, au point rouge. Donc, il y avait un tendanciel, comme vous pouvez voir, en fait, la courbe en pointillé, là, c'est un tendanciel avec l'efficacité énergétique qu'on avait en 1950. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt,
on fait plus de PIB avec moins d'énergie. Enfin, avec la même quantité d'énergie, on fait plus de PIB aujourd'hui qu'il y a. Enfin, voilà, on augmente notre efficacité énergétique. Et donc, voilà, la tendance aurait voulu qu'on soit plus bas en termes de PIB avec la même énergie. En fait, on est plus haut. Donc, on a un peu, voilà, on a eu une tendancielle d'efficacité qui est celui-là. Et les pointillés en blanc, dans la partie supérieure droite du cadran, représente le tendanciel, la zone tendancielle depuis aujourd'hui, en fait, à partir d'aujourd'hui, quoi. Et donc, en termes d'efficacité énergétique. Et donc, comme vous pouvez voir, il n'y a que il n'y a que, à une exception près, à une ou deux exceptions près, quasiment aucun des scénarios n'est dans la zone d'amélioration tendancielle de l'efficacité énergétique. Tous les scénarios des instances scientifiques les plus respectées, honorables, etc., bon, peut-être à part Shell, BP, tout ça, mais voilà, blague à part, enfin, voilà, en tout cas, ils sont suivis, ils sont écoutés, ils sont très sérieux, hein, ils ont des climatologues très sérieux, euh, et des analystes économiques, écologistes, énergétiques, des doctorants qui ont peut-être même fait le PFL et l'UNIL. Tous ces gens-là disent que la zone d'amélioration tendancielle qui est dans le cornet en haut, là, bleu foncé, donc on ne va pas faire ça, on va faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on va faire encore plus de PIB que prévu pour une quantité d'énergie donnée. Et donc, en fait, voilà, ils sont tous extrêmement positifs et optimistes voilà, sur le fait qu'on va faire très significativement mieux dans l'avenir que par le passé. Même certains qui craquent complètement là, de penser que, donc ça, c'est ceux qui sont en cadrant en bas à gauche, en haut à gauche, pardon, la zone très volontariste, c'est 4 scénarios quand même qui se disent on va faire un découplage absolu, c'est-à-dire on va réduire notre consommation d'énergie à l'échelle mondiale et faire plus de PIB. C'est même pas on va augmenter les deux, mais on va faire un peu plus de PIB que d'énergie. Non, 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 si on va faire plus de PIB, moins d'énergie, on va revenir en arrière. Bon, et évidemment, en bas à droite, enfin ouais, en bas à droite, donc ça c'est une zone interdite, hein, c'est très interdite même, voilà, on fait moins de PIB et on consomme quand même plus d'énergie. Donc là, il n'y a personne. Et une zone qui serait peut-être plus intéressante et plus porteuse d'espoir, d'avenir, de sens, de ce que vous voulez, serait la zone interdite, réduction du PIB et réduction de l'énergie consommée. Donc en fait, revenir en arrière. Ouh là là, le terme qui fait peur, le passéiste, technophobe, tout ce qu'on veut. Donc ben voilà, ce sera en tout cas pourquoi pas des scénarios à envisager, à réfléchir, à prospecter. Mais voilà, ce n'est pas fait par les plus hautes instances scientifiques, institutionnelles, payées par les États ou par les multinationales, ou les multinationales elles-mêmes, ou même Greenpeace, hein, qui reçoit des fondations de multinationales, etc., parmi certaines les plus sales qu'on puisse imaginer. Donc bon, voilà. C'est dommage, il y a pas, voilà, peut-être que ce sera l'objet de thèmes de recherche. Heureusement, certains chercheurs commencent un peu à penser à la question et des personnes ont des pratiques de décroissance aussi dès maintenant. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas encore dans la matrice, dans le champ réflexif de ces gens-là. Donc, est-ce une hypothèse robuste sur laquelle fonder une stratégie à l'échelle du globe? C'est ce que se demande le rapport de Carbone 4. Et enfin, voilà, et pour conclure, la dernière dinguerie du moment, donc voilà, j'en ai pas parlé dans mon rapport à l'époque, je ne connaissais pas du tout ça. Je parlais que de croissance verte et d'obligations vertes. Mais ça rejoint un peu voilà, ce problème de tout regarder sous le prisme du climat, du CO2. Et en fait, ça arrange bien les industriels, les États, etc. Maintenant, il y a encore mieux. Il y a voilà, donc, les solutions basées sur la nature. Donc, je vous invite à regarder donc, les rapports de Green Finance Observatory. Donc, c'est en haut à gauche, là, le taureau, là, leur logo, dont le petit dessin est extrait un de leurs rapports. Et à droite, Survival International France, une association, un collectif international pour le droit des populations indigènes et leur milieu d'habitat, la défense de leur milieu d'habitat. Et en fait, voilà, c'est nature-based solutions. Vous pouvez voir un petit peu quels sont les acteurs, les parties prenantes qui font la promotion de ces outils. C'est, pour le dire simplement,
euh, il y a eu jusqu'à présent, en fait, pour le carbone, les boîtes, les institutions financières ont développé ce qu'on appelle donc le marché carbone, c'est-à-dire des droits à polluer. Voilà, typiquement, les entreprises ont des quotas et certaines entreprises peut-être plus petites ou voilà, vont émettre moins de carbone. Et ben, des entreprises qui en émettent beaucoup plus vont pouvoir leur acheter leur quota carbone et en fait, ce sont des droits à polluer. Celui qui a le plus d'argent, c'est ça le problème avec tout ce qui est lié au quota, quand on parle de quota d'avion aussi, tout ça. Pardon, c'est que le quota est un droit à polluer pour celui qui a le plus d'argent, en fait. Il va acheter ses droits à polluer d'un autre qui préférera avoir de l'argent que le droit de polluer. Et donc là, suite à l'échec retentissant des marchés carbone depuis au moins une quinzaine d'années à faire infléchir les émissions de CO2, les financiers se sont dit pourquoi pas faire pareil, refaire cet échec sur la biodiversité. Et donc, ils sont venus avec ce qu'on appelle donc, des notions comme le capital naturel. Donc, bon, ça, il est très indigent, mon slide, j'aurais aimé en faire plus, mais voilà, j'étais un peu pris par le temps. Je vous ferai une petite synthèse là, des articles que je suis en train de lire sur le sujet qui sont assez passionnants quand je vous enverrai les slides. Mais bref, le naturel capital, comme vous pouvez le voir avec ce petit dessin un peu simplificateur, c'est l'idée de donner un prix à la nature, de donner un prix à des unités individuelles de nature, des bouts de nature, en supposant, en essayant d'évaluer combien coûte le service écosystémique. Enfin voilà, c'est là aussi commencer à adopter un langage complètement psychopathique. Quel est le service écosystémique que m'a apporté cette chèvre, cette pomme, ce ver de terre, ce humus, ce champignon, etc., dans la nature, qu'est-ce que ça coûterait si je les enlevais tous? Et là aussi, Hélène Torgman, dans La croissance verte contre la nature, parle aussi de ça, s'il n'y avait plus d'abeilles, combien ça coûterait de polliniser nous-mêmes à la main les fleurs que les abeilles pollinisent gratuitement? Combien de main-d'œuvre ça prendrait de quasi-esclaves, de jours, tous les jours, voilà. Combien ça coûterait en termes de. Bon, y a des gens qui réfléchissent à ça et qui arrivent avec des prix. Et derrière, voilà, il y a des produits financiers. On crée des produits financiers, des droits à polluer, des droits à massacrer de la biodiversité. Des gens qui ne la massacrent pas vont vendre leurs droits de massacrer, parce que tout le monde a le droit à un petit bout de massacre de la nature. Et donc voilà, c'est un peu la nouvelle dinguerie dans laquelle s'engouffrent les marchés, les financiers. Et vous voyez, il y a plein de personnes qui font même aussi des organismes de conservation de la nature comme le WWF. Donc, au-delà de la question éthique, morale par rapport à la biodiversité, qui ne devrait même pas se poser, il y a aussi la question par rapport aux peuples indigènes qui habitent justement dans ces réserves la plupart du temps, enfin pas des réserves, mais dans des espaces naturels qui sont vus comme des futures réserves pour ceux qui veulent protéger la planète. Et donc, il y a toute cette question qui revient très fortement de néocolonialisme vert, et donc je crois que c'est d'ailleurs aussi le nom d'un autre ouvrage que je vous mettrai dans les sources, qui est sorti il n'y a pas longtemps, cette question de, voilà, cette idée de, une personne, un Congolais, un Érythréen, un Indonésien, ou voilà, ce que vous voulez, enfin, voilà, des indigènes qui viennent de populations, des autochtones, qui non seulement ne détruisent pas leur planète, leur habitat naturel, mais en plus, la plupart du temps, des fois, arrivent à la préserver, à l'enrichir, parce qu'un milliardaire, ou parce qu'un Français, ou parce qu'un Américain veut se donner bonne conscience, quoi que ce soit, il va acheter son terrain. Et donc, pour dire, à partir de maintenant, ce terrain-là, à l'autre bout du monde, que je ne connais pas, que je ne vois pas, va être protégé. On va faire une forteresse autour et on va, quand même, il y a des gens sur place qui vont faire n'importe quoi, on ne sait pas ce qu'ils font, on va les virer. Et donc, bon, ce n'est pas aussi direct que ça, mais c'est l'idée. Quand c'est une personne individuelle, ce n'est pas le cas, mais quand c'est une multinationale, ça peut être le cas. Et d'ailleurs, WWF s'est fait attraper dans des scandales de ce type avec des éco-gardes qui ont massacré des populations locales, je crois que c'était au Kenya, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc voilà, il y a une question qui se pose aussi de plus en plus prégnante de rendre la vie encore plus impossible qu'elle ne l'est déjà aux pays des Suds, qui ont déjà, voilà, souffert du pillage des pays des Nord, souffert des conséquences du changement climatique, et qui maintenant pourraient souffrir de cette nouvelle folie
qui permettrait en fait à la finance de marché, à la société industrielle capitaliste de se perpétuer encore un petit peu avant que l'échéance inévitable arrive. Et voilà, parce qu'évidemment, tout ça ne résoudra rien, va empirer les choses, mais ces gens-là, par cynisme, déni ou plein de mécanismes psychiques assez fascinants et des fois effrayants, voilà, ils y croient la plupart du temps, la plupart de ces gens-là, sans trop y croire. En tout cas, ils font semblant très bien. Et bon, bah, il y a pas de partie sur les solutions que moi j'envisage, j'ai pas eu le temps. Mais en plus, j'en ai pas vraiment, enfin bon, autant qu'on parle en fait directement. Hem, mais je dirais peut-être en un mot que la seule solution que moi j'envisage, personnellement, c'est de vous donner des billes à vous jeunes, et autres moins jeunes. Mais voilà, enfin, et je boucle un peu à la raison qui fait que je suis invité aujourd'hui. Hem, de donner des billes, des arguments, des éléments, tangibles, je pense, et assez, peut-être déroutant ou je ne trouve pas le bon mot, mais enfin voilà, qui permettent de se révolter, en fait, comme moi, qui m'ont révolté et qui, si, voilà, clairement, la finance aujourd'hui, j'espère que vous l'avez vu, en tout cas les grosses banques et la finance de marché peut être identifiée comme une cible à mettre hors d'état de nuire, je pense. Il faut que notre génération mette ces gens-là et c'est en tout cas ces structures, ces infrastructures qui rendent ces choses-là possibles hors d'état de nuire. Et donc, évidemment, les États vont se défendre comme ils peuvent. Et donc, voilà, il faut les attaquer à la fois physiquement, il faut les attaquer peut-être aussi de manière légale, de manière législative, enfin, mettre des procès à ces gens-là. Mais ce ne sera jamais assez, donc il faudra aussi, je pense, rendre, voilà, vraiment s'attaquer physiquement à ces infrastructures complètement destructrices et psychopathiques. Et voilà, j'espère donner des éléments pour l'opinion publique, pour un procès potentiel, pour donner du courage, de la force, je ne sais pas. Et puis même moi, pour m'en donner, dans l'idée de pourquoi pas me mettre moi aussi à ce genre d'action, ou en tout cas y participer, y contribuer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il n'y a que l'activisme qui pourra nous sortir de là et que les scientifiques, ceux qui ont un parcours scientifique et une parole scientifique qui aujourd'hui dans notre société technoscientiste sont très valorisés et sont l'équivalent de la vérité, il faut que ces gens-là voilà, subvertissent leur capital culturel et symbolique voilà, pour défendre les activistes et voilà, qu'il y ait plus de relations entre on va dire, en Occident en tout cas, entre les scientifiques et les activistes, quoi. Voilà, une des idées vers lesquelles, mais bon, on pourra peut-être en discuter après. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais peut-être arrêter le partage et voilà.